Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Zoom Sur qui, comme toutes les semaines, s'intéresse à un thème qui, nous l'espérons, vous intéresse, vous, nos téléspectateurs. Ce soir, nous recevons sur notre plateau des auxiliaires de justice qui interviennent dans les procédures judiciaires, mais qui ne sont ni magistrats ni partis. J'ai le plaisir de recevoir M. Mohamed Abdallahi Ahmedna, qui est le président de l'Ordre national des experts judiciaires. Bonsoir. Je reçois également Maître Sidi Oulzamel, qui est le président du syndicat ou de l'association des huissiers de Mauritanie. Bonsoir. Je reçois également Maître Abdallah Cheikh Sidia, doyen du Conseil de l'Ordre national des avocats. Bonsoir. Bonsoir. Donc, l'objectif du débat, c'est d'avoir une vision sur l'ensemble du secteur de la justice, notamment le rôle que jouent les auxiliaires de justice. Mais avant d'entrer dans le vif du débat, je vous propose de suivre cet élément introductif. Jusqu'en 80, le judiciaire mauritanien n'était ni encadré par des textes législatifs, ni soumis à un ordre institutionnel spécifique. Le ministère atteste que le qualificatif d'expert judiciaire est très important. Chargé de mission, Ramdan. Expert judiciaire. Expert judiciaire, soit dit en passant que c'est celui qui travaille avec le juge. Le qualificatif judiciaire là est très important. L'atelier de validation du 26 mai fait suite à la demande du ministère de la Justice, chargé de mission à Eymoud. Il faut que l'ordre lui-même, et c'est une recommandation que je fais, nous désigne lui une commission de quelques membres qui va nous accompagner dans tout le processus. Le ministère atteste que la réforme ne peut se faire sans le concours des experts chargés de mission au ministère de la Justice. Moi, je suis très heureux que les gens mesurent l'effort qui attend le ministère de la Justice. Et j'ai dit d'emblée qu'on est incapable de le faire seul. Sur la demande de la réforme, les experts ont été unanimes. Le regretté Gaï Ibrahima. Les experts judiciaires, poursuivant cette réforme, bon, j'ai dit toute réforme dépend de la volonté politique. S'agissant de l'expertise, d'une manière générale, il y a un caractère d'urgence qui s'impose par l'unique garant de la Constitution, qui est le président de la République, Mohamed Abdelaziz. Seul Mohamed Abdelaziz. Nous sommes des experts maritimes et nous faisons la surveillance cargaison. La plupart de notre travail est basé, je peux dire, à 90% sur l'anglais. Tous nos rapports d'expertise sont rédigés en anglais. Et nous sommes toujours nommés par 2 ou 3 parties. Un armateur, un affréteur ou un assureur. Dans les experts, nous sommes très contents. Nous pensons que c'est un début et que dans l'avenir, je pense que c'est la première fois qu'on commence à parler des experts judiciaires en Mauritanie. Dans un état de droit, ces réformes sont quand même très importantes et très sensibles. On ne parle pas du passé, c'est fini. On sait ce qui s'est passé. Cette mission d'experts, c'est très important. Les personnalités ont passé ce matin, beaucoup ont parlé. Que tirons-nous en conclusion? Vous savez où le bas blesse? Le bas blesse parce qu'il y a une insuffisance quelque part. J'appelle les autres pour leur contribution, pour qu'ils nous montrent quel est le rôle de l'expert partant d'une certaine éthique et quelles sont les relations entre l'expert et les autres auxiliaires. Constat et défi. Constat, c'est une description de la réalité que vit ou traverse l'expert aujourd'hui. Je pense qu'elle n'est pas du tout heureuse, qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, aussi bien auprès de ses premiers partenaires qui sont les juges. Le souhait du ministère de la Justice d'activer la réflexion avec les experts a été exaucé avec les 2 conseillers du ministre, Moulay Abdallah et Eymoud Ramdan. La réflexion a été ouverte. Et moi, je pense qu'il
il faut qu'on l'active encore plus à travers, si vous voulez, le rôle de l'ordre. Si le projet de renforcement des capacités de réhabilitation de la justice financé en 2011 par l'Union européenne à hauteur de 4 750 000 € avait pris en compte les considérations, les contraintes des différents corps, magistrats, notaires, avocats, huissiers, experts judiciaires qui composent la famille de la justice et qui réellement sont les vrais destinataires du financement. Pour l'identification des besoins de financement par l'Union européenne lors du déroulement des ateliers, l'ONEJ a seulement été informé de la mise en place de la ligne de financement de 4 750 000 € et même de celle de 7 millions d'euros, mais n'en a pas du tout bénéficié. Tome de l'Union européenne. Le rapport de diagnostic du PNUD de 2007, qualifiant les experts judiciaires de source de corruption et même de délinquance judiciaire, a conduit l'ONEJ à organiser une journée de sensibilisation sur le rôle en matière de lutte contre la corruption. La représentante du PNUD, Madame Gadjo. أن هذا الصرح لن يكتمل بناؤه دون حلقة الخبراء القضائيين ودون عوان القضاء بصورة عامة. Il est impossible pour un magistrat, quelles que soient ses connaissances, de prendre une décision de justice compte tenu de la complexité technique des litiges qui sont soumis à sa juridiction. Le ministre de la Justice. إن تطور وتشعب ميادين الحياة جعل من المستحيل على القاضي مهما كانت معارفه الإلمام بكل المسائل ذات الطبيعة الفنية والتقنية المرتبطة بالقضايا المنشورة أمامه. L'expertise judiciaire est à la fois une science et une technique qui évolue avec le progrès des connaissances. Le ministre de la Justice. الخبرة القضائية هي إذن علم وفن وإجراء في آن واحد، وهي علم يتطور مع التطور العلمي والتكنولوجي على جميع المستويات. Sur instruction du président de la République, le ministère de la Justice se penche actuellement sur la réforme du statut de l'expert judiciaire. Le ministre de la Justice. تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، كما أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليتماشى مع المستجدات وأهمية وجسامة الدور المنوط به. Merci à mon réalisateur. Je rappelle que ce sont des images d'archives. Donc ma première question s'adresse à M. Mohamed Abdallah Ahmedna. Si vous nous parliez un peu de votre corporation. Je vous remercie tout d'abord de l'invitation, de rentrer dans un contexte qui est marqué par plusieurs réformes qui ont été adoptées par le gouvernement et particulièrement la réforme du statut de l'expert judiciaire qui a été promis depuis 1997. C'était lors de la réforme qui ont été imposées par la Banque mondiale et pour le secteur de la réforme du secteur de la justice pour améliorer un peu cette profession. Cette profession, elle est régie par la loi 2097 du 6 juillet 1997. Elle a pour objet tout d'abord de défendre les intérêts moraux et matériels de tous les experts judiciaires. Elle a aussi pour intérêt de clarifier un peu le rôle des auxiliaires de la justice dans leur mission qui est répartie et qui est définie dans cette loi et qui est le rôle d'un spécialiste qui est spécialisé dans un domaine bien précis auquel les juges le font un recours pour les éclairer pour une mission bien définie. Cette mission, elle peut être de nature à un contentieux financier ou un contentieux immobilier ou un accident de circulation ou la définition d'un crime qui a été qui doit être défini par les normes scientifiques et techniques auxquelles les juges ne sont pas spécialisés. Donc c'est juste le rôle des experts judiciaires qui sont là pour intervenir pour les besoins des magistrats pour un certain nombre d'éclaircissements d'ordre technique. Parce que les magistrats, ce sont des spécialistes de droit, ne sont pas des spécialistes de technicité bien définis. C'est des magistrats qui sont spécialisés dans le droit et qui ne sont pas spécialisés dans d'autres domaines techniques tels que la finance, tels que le génie civil, il y a énormément de contentieux qui sont pendant devant les juridictions et qui ont des problèmes d'ordre technique auxquels les magistrats sont obligés. C'est pour cela que le législateur a créé ce corps qui va venir booster un peu l'effort des magistrats pour ne pas tomber dans des erreurs parce que les magistrats ne sont pas spécialisés tout simplement. Merci. Donc, Maître Abdallah Chersidia, je rappelle que vous êtes doyen du Conseil de l'Ordre national des avocats. Ma première question est l'historique de la profession d'avocat en Mauritanie et les textes qu'il a régis. Je vous remercie infiniment.
de nous avoir invités pour parler de la profession d'avocat, qui est une profession, comme vous le savez, extrêmement importante dans un état de droit. La profession d'avocat en Mauritanie est régie par la loi numéro 024-95 du 19 juillet 1995, qui a été modifiée par plusieurs ordonnances, notamment l'ordonnance numéro 76-2005 et l'ordonnance numéro 029-2007, et qui a été complétée par un règlement intérieur qui a été adopté en décembre 2011. Donc, cette profession, comme vous le savez, est extrêmement importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour éclairer les juges, pour prendre une décision juste, équitable. L'avocat est là pour aider, comme je l'ai dit, les juges, pour la manifestation de la vérité. Parce que le prévenu ou et souvent, il ne peut pas, devant le juge, il y a des prévenus qui ne peuvent pas rester devant le juge, et l'avocat est là pour essayer de dire, pour habiller, si vous voulez, leur doléance de façon juridique devant le juge, en vue pour que les juges puissent rendre une décision juste et équitable. Donc c'est ça un peu l'esprit de l'avocat. Maître Sidi Zamel, qui est l'huissier et quel est son rôle? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation qui va nous permettre certainement d'éclairer quelques éléments très importants. En réponse à votre question, l'huissier, c'est un auxiliaire de justice, officier ministériel, qui a pour rôle essentiellement l'exécution des décisions de justice et éventuellement les différentes sortes de notifications, de significations des documents qui doivent être notifiés par nécessité. Cette fonction a été libéralisée en Mauritanie en 1999 par une loi, la loi 1897, du 15 juillet 1997. Et sa libéralisation rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions des justiciables. C'est une manière de donner aux justiciables le choix entre plusieurs cabinets pour aller exécuter ou procéder à signification à une procédure qu'ils désirent. Bon, je pense que c'est une fonction très essentielle dans un État qui se fait de droit. Parce que, en tant que praticien de droit, l'huissier est là pour assister aussi bien les entreprises, les banques, les sociétés. Et il y a énormément de procédures qui relèvent de l'attribution de l'huissier et que malheureusement, les justiciables ne savent pas. Et parfois, c'est obligatoire. Par exemple, quand il s'agit d'ouverture d'un dossier commercial, une banque ne peut pas aller directement sans mettre en demeure son client. Et cette mise en demeure doit être notifiée par l'huissier. Donc il y a des procédures qui sont clés et qui passent forcément par l'huissier. C'est un élément de droit. Et l'association des huissiers, c'est une association qui fait partie des grandes familles, de cette grande famille judiciaire, comme les avocats, les experts, les notaires, les greffiers, etc. Monsieur Ahmedna, dans l'élément qu'on vient de voir, on a parlé des réformes de 2005, de 2006. Si vous pouvez nous parler de l'aboutissement de ces réformes, qu'est-ce qui a été fait? C'est vrai que le cadre institutionnel des institutions, le cadre institutionnel de la Constitution du 20 juillet 1991 a consacré la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Plusieurs réformes ont été menées de 1983 jusqu'à 1999 sans pouvoir sortir notre système judiciaire d'un cercle vicieux. Et ça, il faut le souligner. Parce qu'il y a un cercle vicieux qui a été constaté par le rapport interministériel qui a été organisé à l'issue des journées de concertation de 2005-2006. Si je me rappelle bien, c'était ça, maître, les journées de concertation nationale sur la justice, lors du passage de Mahfouz Betah, l'ex-bâtonnier des avocats. Donc, il y avait des recommandations auxquelles ces recommandations ont bien souligné un certain nombre de manquements
dans la profession de l'expert judiciaire. Et ça a été souligné d'ailleurs, je peux vous rappeler un peu quelques passages de ces propositions, de ces manquements. Lorsque le législateur, lorsque le comité interministériel a bien souligné que l'impartialité des magistrats et des auxiliaires de la justice dans les interventions étaient des interventions jugées des magistrats insuffisantes pour assurer le justiciable. Et il ajoute le rapport que le dysfonctionnement de ce corps des experts constitue l'une des sources majeures des dysfonctionnements des interventions qui étaient devenues une source de corruption de la procédure judiciaire. Et pourtant, depuis cette époque, cette date jusqu'à aujourd'hui, le statut de l'expert, il est aujourd'hui, il reste dans une corbeille. Parce qu'il y a le passage de deux ministres, comme le documentaire vient de présenter, il y a le gouvernement et sur l'instruction du président de la République, qu'il y a un projet de réforme qui a été soumis au gouvernement pour maintenant revoir un peu le statut des experts. Parce que tout ce qui vient à la justice, on dit que c'est les experts. Alors qu'il y a un texte, il y a des insuffisances dans les textes. Le texte de la loi 2097 a été inspiré, je dis bien, de la loi de l'ordre national des experts sénégalais. Ça, c'est clair. Donc, vous pouvez voir la comparaison. Et c'est quelque chose, notre législateur a été très égoïste parce qu'il n'a pas pu prendre toutes les dispositions qui ont été au moins plus édifiantes pour les magistrats. Lorsqu'on vous dit que vous êtes un auxiliaire de la justice et que vous êtes indépendant d'un magistrat, des avocats, de tous les justiciables, et alors, au fond, vous n'êtes pas indépendant. Qu'est-ce que vous allez dire? On vous dit que l'agrément... Au fond, vous n'êtes pas indépendant? Oui, ils vont le dire parce que, tout d'abord, les gens ne comprennent pas la mission de l'expert judiciaire. Mais c'est à vous de vulgariser cette mission et afin que les gens... Nous avons vulgarisé. Lorsque j'ai été élu à l'honneur, j'ai vulgarisé. Nous avons organisé des journées de concertation avec les ordres des avocats, des huissiers, la famille qui compose la justice. Et même d'ailleurs, nous avons convié les partenaires techniques qui étaient intéressés, tels que le PNID, l'Union européenne, beaucoup de partenaires techniques, qui ont manifesté notre accompagnement et le désir de réformer notre texte. Et depuis lors, la réforme, elle est là. Aucun ministre n'a eu le courage, en passage d'Abidine, que je salue aussi tous ses efforts, et je leur rends hommage, malgré qu'on ne s'entend pas sur un certain nombre de points. Ça, il faut le souligner. Sidi Oudezaine est venu, c'était la même chose. On n'a pas pu s'entendre, mais il reste qu'il était ministre de la République. Il devait voir, ça rentre dans sa fonction de ministre. Et après, Brahim Ouddada est venu, on avait espéré quand même qu'il y a quelqu'un qui connaît très bien le milieu de la justice. Et 2 ans et demi, on n'a pas pu réformer ces textes. Pourquoi on continue à qualifier les experts judiciaires de corruption et de sources de délinquance? Parce que tout simplement, il y a des insuffisances dans les textes. Il faut revoir les textes. Pour légitimer un peu la mission de l'expert judiciaire. Maître, quels sont les obstacles que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions d'avocat? Vous imaginez, nous avons d'énormes obstacles. D'abord, la loi judiciaire est extrêmement courte. Le premier obstacle, c'est parce que généralement, les vacances judiciaires commencent le 15 juillet, mais les audiences ne reprennent pratiquement qu'en décembre. Et puis après, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Et finalement, c'est pendant 6 mois seulement qu'il y a les audiences. D'abord, ça c'est le premier obstacle. Le temps de la justice est extrêmement lente et les audiences sont très réduites. Deuxième obstacle, c'est le plus grave obstacle, parce que c'est quand même une concurrence déloyale que les avocats subissent de la part de certains greffiers. Je ne généralise pas, mais certains greffiers font la concurrence aux avocats, certains policiers, certains magistrats même. Si vous pouvez vous expliquer, certains policiers... Mais certains policiers viennent faire le travail de l'avocat. Ils viennent, on les croise au palais, ils sont là avec les dossiers, les clients, et ils les introduisent devant les juges. Et c'est ça le travail de l'avocat. Ça, c'est au vu aussi de tout le monde aussi. On en a parlé au ministre de la Justice.
On en a parlé au procureur général. Et non seulement ça, on est même concurrencé par certains, là, vous allez rire, par certains plantons. Moi, je rentre j'étais à l'intérieur du pays et j'assistais à une cour criminelle, une session criminelle à l'intérieur du pays. Et le président du tribunal appelle le prévenu. Il lui a demandé est-ce que vous avez un avocat? Bon, les questions tout à fait naturelles. Le juge demande au prévenu son nom, son prénom, est-ce qu'il a fait le service militaire. Et après, il lui a demandé est-ce que vous avez un avocat? Parce que la présence de l'avocat est obligatoire devant la juridiction criminelle. Alors, qu'est-ce qu'il répond, le prévenu? Il répond oui, monsieur, il y a un avocat. Il lui a dit quel est son nom? Il lui a donné le nom d'un monsieur. Je vais apprendre plus tard, en sortant, qu'il s'agit d'un planton du tribunal. Il lui a donné le nom du monsieur. Moi, je ne savais pas ce nom. Et le président lui a dit non, le tribunal commet d'office maître Chirsidia. Donc, ça, c'est pour vous dire comment la concurrence est partout. Et nous sommes concurrencés également par les notaires, notamment parce qu'il nous revient de droit. Et c'est la loi qui le dit. Et c'est l'article 116 bis du Code de commerce qui dit que l'avocat doit rédiger les actes, tous les actes de création des sociétés. Avant que les statuts des sociétés, l'avocat doit les rédiger, avant que ça vienne devant le notaire. Et jusqu'à présent, les notaires refusent et continuent, au vu aussi de tout le monde, à rédiger les actes et à les notarier en même temps. Et donc, ça, je trouve aussi que c'est une concurrence déloyale. Et il y a un autre problème aussi, un autre obstacle, non moins important, c'est l'exécution des jugements. Parce que vous savez très bien qu'un jugement qui n'est pas exécuté n'a pas de valeur. Et le nombre très limité d'huissiers fait que la plupart des jugements, on n'arrive pas à les exécuter. Ça, c'est extrêmement grave. Un autre obstacle, c'est l'aide juridique, aussi pour les plus démunis. Normalement, l'État doit allouer une somme pour l'aide juridique pour que les avocats, surtout en matière criminelle, pour les gens indigents qui ne peuvent pas payer les frais d'avocat, l'État doit disponibiliser un certain montant comme aide juridique. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le jour. Il y a aussi également le fait que le prévenu, dès qu'il est arrêté à la police, bon, la loi dit qu'après la première garde à vue, que l'avocat peut entrer en contact avec son client. Et nous avons des problèmes énormes au niveau de la police. Parce que partout dans le monde, dès que quelqu'un est arrêté, la première chose, c'est d'appeler son avocat. Ou l'un de ses parents appelle son avocat pour qu'il vienne l'assister. C'est dès les premières heures de la garde à vue. Donc, en plus, un manque de respect de la part de certains juges, de certains policiers. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, un procureur de la République ou son adjoint a vraiment a fait quelque chose d'extrêmement dangereux. Il est venu devant tout le monde insulter un avocat parce qu'il a stationné devant le tribunal. Ça c'est des cas tout simplement. Non, ça c'est pour illustrer.
pour vous dire le manque de respect. Ça, c'est plutôt personnel. Non, c'est révélateur. C'est révélateur de l'état actuel des choses. Et ça, c'est des choses, ce sont des choses impardonnables. L'avocat, quand même, mérite un respect de la part du magistrat et de la part de la police, dans un État qui se respecte. Et donc, ça, c'est entre autres, bien sûr, je laisse. Maître Sidi, quelle est votre relation avec les autres acteurs de la justice? Quand j'entends les différents intervenants, on dirait que les relations ne sont pas au plus... Oui, je comprends. Le plus souvent, on reçoit toujours les coups. Nous sommes habitués. Pour votre petite information, nous, depuis que les charges à Nouakchott ont été créées, c'est vrai, on a débuté avec 5 charges. Mais depuis la création de ces 5 charges, on lutte pour l'augmentation des charges aussi bien à Nouakchott que pour l'intérieur du pays. Et récemment, lors de la journée de réflexion qu'on a fait en collaboration avec le projet État de droit, les recommandations qui ont été tirées ont bien mentionné la nécessité de la création, de la génération des charges d'huissiers sur tout le territoire mauritanien. Il n'y a pas de raison à ce qu'à Ayoun, il n'y a pas d'huissier, à ce que Kifa, Rosso, partout, surtout, quand on parle de Rosso, imaginez-vous, de l'autre côté du fleuve, partout, de Saint-Louis jusqu'à je ne sais pas quoi, là où tu vas, il y a un huissier. Nous, notre capitale régionale, Rosso, il n'y a pas d'huissier. Donc, on dit toujours pour l'ouverture de charges, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour qu'on ait un groupe pouvant vraiment combattre pour avoir ses droits. Deuxièmement, pour couvrir, pour donner aux citoyens mauritaniens le droit de jouir des services d'huissier. Et nous, en Nouakchott, maintenant, on a évolué jusqu'à 8. On a 8 charges en Nouakchott. Malheureusement, il faut le reconnaître, les tribunaux départementaux ne sont pas vraiment au pas avec nous, parce que c'est un autre monde. Et parfois aussi, même au niveau des tribunaux de wilaya, il y a des lacunes. Mais quand même, on combat. Il y a un combat continu. C'est vrai qu'il y aura toujours des lacunes, mais on mène toujours le combat. Concernant l'exécution des décisions de justice, tout le temps on entend, on nous dit ça c'est Omar ibn Khattab qui a dit depuis 14 à 15 siècles. Ça c'est vrai. Mais le contexte de l'exécution n'est pas aussi facile que ça. Le législateur a créé les charges d'huissier, je l'ai dit tantôt, pour donner des chances aux justiciables de s'adresser à l'huissier qui jouit de sa confiance, auquel il va confier une mission de retirer un droit d'autrui pour son compte. Mais le plus souvent, cette procédure n'est pas facile. Il y a d'autres facteurs qui jouent. Et surtout, le facteur de nos confrères avocats, qui pour eux, les choses ne se terminent pas. Il n'y a pas un jugement définitif pour eux. Quand le jugement définitif est déjà signé, l'ordonnance d'exécution a été délivrée, notifiée, la Cour suprême a rendu son verdict, tout est terminé, l'avocat vient et te dit non, il reste telle chose, et il fait toujours miroiter à son client que la procédure n'est pas achevée. Rares sont les avocats qui ont le pouvoir, le courage de dire à leur client cette procédure est perdue. On a perdu, la justice a rendu son mot. Et ça crée toujours des zizanies sur la procédure d'exécution. L'huissier, quand il prend sa procédure d'exécution, en milieu d'exécution, une ordonnance qui tombe, sursis. Il doit surseoir par la force des choses. Quelques mois après, l'autre revient sur ça, on avance un peu, et puis il y a toujours des obstacles devant nous. Ça, il ne faut pas nous incomber la responsabilité de ces choses. Nous ne sommes pas les seuls. Ça, c'est d'un. De deux, nous sommes dans un État. Nous, on ne peut pas exécuter une décision de justice sans la force publique. Et la force publique, jusqu'à présent, nous ne sommes pas comme les autres pays là. Jusqu'à présent, nous sommes sous la tutelle directe du parquet. Tu ne peux pas prendre sévère et donner à celui-là tant que tu n'as pas passé par le parquet. Et le parquet a son mot à dire. Il va voir, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là, il y a beaucoup de choses à faire. C'est l'État. Bon, si le parquet te dit non, laisse, ça, on va étudier ça demain, après-demain, on va faire tel rapport, qu'est-ce qu'un petit huissier peut dire? Il ne peut rien dire, il n'a qu'à se retirer en attendant. Et la notation du parquet, le plus souvent, n'est pas automatique. Et elle est nécessaire, mais elle n'est pas automatique. Donc, il ne faut pas tout lancer sur le dos du pauvre huissier. Ici, il est là, c'est un auxiliaire, il vit de ça. Et son vraiment souhait, c'est que tous ces dossiers passent
tous ces dossiers soient exécutés, tous ces clients soient satisfaits. Mais ce n'est pas comme ça. Donc, on reconnaît qu'il y a des failles. Il y a toujours des failles. Dans toute activité humaine, il y a toujours des insuffisances. Ça, on le reconnaît. Mais on reconnaît aussi qu'on mène un combat. Nous voulons, et nous réclamons ici sur votre plateau, nous le demandons, nous demandons vraiment, nous sollicitons que l'État ouvre les oreilles et ouvre des charges. Et je l'ai dit, je ne le cache pas, je l'ai dit au ministre, l'actuel ministre de la Justice. Je l'ai dit, voilà, les recommandations sont là. Nous, tout ce qu'on demande à l'État, c'est qu'il généralise la charge d'huissier sur tout le territoire mauritanien, tout simplement. Il y a tant de chômeurs, tant de gens qui cherchent à faire quelque chose, et la charge d'huissier, c'est un métier. C'est un métier, il peut vivre, ça peut vivre beaucoup de familles. Et on attend. On combat pour intégrer un. La semaine dernière, heureusement, après beaucoup de choses, on a intégré un. On était 7, nous sommes devenus 8 à Nouakchott. Donc, l'État voit tout, et nous, on crie jour et nuit, et on fait avancer les choses. Parfois, ça aboutit, parfois, ça n'aboutit pas facilement, parfois. Et par la force des choses, je demande aussi à mes confrères avocats de laisser les choses se terminer. Quand un jugement est définitif, et qu'il est arrêté par la Cour suprême, il faut aider l'huissier à exécuter sa mission. Il ne faut pas compliquer la mission de l'huissier. Il ne faut pas mettre des obstacles sur l'œuvre de l'huissier. Il faut dire à son client, alors mon client, mon cher client, ça on l'a perdu, c'est tout. L'avocat n'est pas, mon doyen est là, l'avocat n'est pas tenu d'un résultat. Il doit faire une procédure correctement. Il peut gagner, il peut perdre. Mais s'il perd, il doit avoir le courage de le dire. Il ne faut pas toujours dire à son client, non, la justice est incorrecte, celui-là est injuste, il y a ceci, il y a cela. Non. Il faut dire, ça c'est terminé. Et ça, il faut appeler les choses par leur nom. Donc les huissiers, ils sont en Ouadhibou, ils sont 3, et en Nouakchott, ils sont 8. Et ailleurs, ils n'existent pas. Ils ne sont ni à Kifa, ni à Aleg, ni à Grouch, ni à... Et c'est nous, nos doléances. Nous crions d'ici, nous voulons que l'État ouvre des charges, accorde des charges à des centaines de chômeurs qui sont là, et qui sont les plus juristes. Le groupe de juristes n'a pas beaucoup d'opportunités. Ils peuvent travailler aussi bien dans nos cabinets en tant qu'agents assermentés, et ils peuvent avoir des charges à l'intérieur du pays. Monsieur Ahmedna, vous avez parlé des recommandations. Qu'est-ce que vous, au niveau de votre corporation, faites pour que ces recommandations-là, que le gouvernement puisse les prendre en compte? Merci de la question. Elle est très pertinente, elle est très importante. Donnez-nous l'opportunité de montrer à tous les téléspectateurs qu'on est dans un système de démocratie réel et que nous sommes dans un pays réel, que nous sommes dans un système de démocratie réel. Il faut avoir le courage de le dire. La critique, elle est là, elle doit être objective, elle doit être bien orientée, elle doit être comprise dans son cadre. Quand on vient dans un plateau national et qu'on est là pour débattre un certain nombre de questions d'ordre national qui sont extrêmement importantes, tel que le rôle des auxiliaires de la justice, qui est un rôle extrêmement important. Moi, je pense qu'il y a une certaine naïveté, et je m'excuse, je mesure ici un peu le mot, parce que les collègues ici ils peuvent comprendre qu'on est un peu mal à l'aise à cause de ce traitement que nous avons subi pendant très longtemps, parce que réellement, il y a des problèmes réels au sein du ministère de la Justice. Ces problèmes, c'est quoi? C'est les interlocuteurs qui sont là, les interlocuteurs, je dis bien les collaborateurs du ministre de la Justice. Il y a un cercle vicieux qu'il faut s'attaquer. Maintenant, sur le plan de la réforme, toutes les réformes qui ont été menées par les différents ministères, les différents ministres de la Justice n'ont pas abouti à un résultat positif parce qu'ils n'ont pas été consensuels. Ils n'ont pas été consensuels et n'ont pas fait l'objet d'un cadre de concertation. Il y a un certain nombre de cadres qui sont au ministère de la Justice, qui s'accaparent de ce trésor d'informations et qui s'accaparent de la réalité des choses. Non, moi je sais que vous ne voulez pas qu'on s'attaque. Non, mais donnons-nous l'occasion. Non, on va essayer un peu d'habiller un peu la critique pour parvenir à nos objectifs. Parce qu'on est conviés à un débat. Voilà, j'appelle l'actuel ministre de la Justice, qui est un nouveau ministre de la Justice, et nous l'avons félicité pour une mission très difficile, et je mesure le mot, elle est très difficile, mais compte tenu de ses expériences dans les différents ministères, je pense qu'aujourd'hui, il va mettre en place un cadre de concertation, qui a tout d'abord ses collaborateurs à lui en tant que ministre, et pour enlever ce doute qui existe entre les auxiliaires de la justice et les autres magistrats qui sont indépendants
Donc nous, là, on ne critique pas les magistrats, parce que le magistrat lui-même, il est souverain. Il a un texte, il est souverain de prendre ses décisions. Moi, je m'adresse aux interlocuteurs des ministres. Le ministre est injusticiable. Le ministère de la Justice est injusticiable, comme tout justiciable. Cela veut dire même il est là pour gérer un peu, encadrer un peu, informer, s'informer, orienter les grandes politiques du ministère, mais c'est injusticiable, comme tout le monde. Moi, je pense que le problème est un problème de révision des textes. L'Union européenne, en 2010, dans le cadre de la réforme que vous avez citée en 2005 ou en 2006, dans le cadre du projet PRRR, ils ont financé les textes législatifs. Je ne sais pas, est-ce que, maître, vous avez été l'un de ces consultants de ces textes? Je ne sais pas. Non, il y a quelques collègues qui ont été, peut-être que Mine, qui étaient chargés de notre statut. L'Union européenne, dans ce projet, ils ont financé les consultants. Pourtant, leur projet, il est là-bas. De plus, ce qui est surprenant et regrettable, que les 3 ministres que j'ai cités leur nom, ils ont organisé avec nous des ateliers de concertation sur notre projet. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas... Et c'est l'instruction du président de la République. C'est l'engagement du ministre actuellement. Et depuis là, nous attendons la réforme. Parce qu'il est la réforme. Donc c'est tout à fait normal qu'on nous qualifie de source de corruption, de délinquants. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui nous protège. Il n'y a rien qui nous protège. Ça, c'est la réalité des choses. Et pourquoi on vous qualifie de source de corruption? Mais ça, c'est le rapport du PNID. Ça, c'est les consultants. Je ne sais pas sur quelle base ils se sont... Mais c'est grave c'est grave d'accuser les experts. Nous n'avons pas été associés. Ils n'ont pas associé nos avis. Moi, je ne sais pas comment ils ont trouvé les justificatifs pour dire que nous sommes la source de la délinquance judiciaire et même de la corruption. C'est grave, ces accusations-là. Mais à l'époque, moi, je n'étais pas président de l'ONEJ, je n'avais pas le statut, je n'étais pas investi de ce pouvoir de représentativité, de défendre l'honneur des experts, sinon j'allais plus loin. Et depuis que vous êtes président de l'ONEJ, qu'est-ce que vous avez fait pour défendre l'honneur de... Bon, il faut dire qu'il y a des obstacles, comme les collègues ont souligné, et moi je souligne. Il y a les insuffisances dans les textes. Par exemple, je reviens sur la loi 2097. Lorsqu'on vous dit dans l'article 4, l'accomplissement de la mission de l'expert judiciaire, et l'expert est tenu de respecter toutes les règles visant à garantir la loyauté des procès, et il ne doit en aucun cas adopter une attitude incompatible avec son statut de neutre, de spécialiste neutre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors que nous, l'agrément est délivré par la Cour d'appel. Tout d'abord, les demandes sont introduites par le procureur général de la Cour d'appel. C'est lui qui va apprécier. Est-ce que vous avez droit à une enquête de moralité ou non? C'est à sa convenance, il n'y a rien. Il peut rejeter votre demande et les classer. Donc ensuite, vous adressez, après l'enquête de moralité, en soit transmis pour la Cour d'appel. Elle va statuer. Et la Cour d'appel, il y a une violation de la loi. Parce que les magistrats de la Cour d'appel, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, la loi leur impose de se réunir dans toutes les chambres réunies, alors que les magistrats, ils prennent la décision seuls et ils agréent tous les experts. Et à partir de là-bas, il y a la liste nationale. La liste nationale, c'est le ministre qui s'en charge de la publication de la liste nationale des experts auxquels les magistrats doivent faire référence pour la désignation des experts. Cette liste-là, elle n'a jamais, l'arrêté depuis 2012, il n'a jamais, depuis que moi j'ai été élu, il n'a jamais été renouvelé. Pourquoi? Vous me permettez? Vous me permettez pourquoi? J'arrive à votre question. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, il y a des insuffisances dans la liste pour ne pas critiquer le rôle des magistrats. Le ministre de la Justice ne peut pas signer une liste qui comporte un spécialiste qui a 1000 domaines, qui est expert dans tous les domaines de la vie. Mais ça, il est même avocat, il est juriste. Nous, dans notre corps, nous avons des avocats, des huissiers, des notaires, de n'importe quoi, mais nous ne pouvons pas. Qu'est-ce que nous pouvons, au-delà de demander la réforme des textes? Mais ma question est, depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait pour changer cela? C'est ça ma question. Non, c'est très bien. Vous dites que dans votre corporation, il y a des experts qui ont 1000 domaines. Et qu'est-ce que vous faites? Pourtant, ils sont dans votre corporation. C'est vrai. Depuis que j'ai été élu, j'ai proposé à l'Assemblée générale qui m'a élu que moi, je n'ai qu'un seul projet. C'est la réforme des projets des experts judiciaires. Au-delà, je ne peux rien faire. J'ai été investi pendant 5 années pour le premier mandat. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, j'ai lancé un cadre de concertation. Tout d'abord, l'expert, sa place qu'il doit occuper dans les milieux de la justice. Et tout le monde aujourd'hui, et tous les acteurs, ils sont reconnaissants pour cet effort que j'ai fourni. Mais je l'ai fourni parce qu'en âme et conscience. Parce que je sais que je suis un expert judiciaire
et j'étais investi dans le pouvoir auquel je dois fournir tout mon effort. C'est la première des choses que j'ai mis en place. C'est le cadre de concertation avec tous les acteurs. Nous avons convié les syndicats des magistrats, des huissiers, des notaires, et nous avons débattu les insuffisances de la loi organisant le corps des experts judiciaires. Et il y a beaucoup d'insuffisances. La liste nationale, elle est arrêtée par le ministre. Les mesures indisciplinaires, le président de la Cour suprême. La liste nationale, le ministre. La radiation, c'est le procureur général. Le président de l'ordre, qu'est-ce qu'il a? Il n'a que les mesures disciplinaires. Et il demande un collègue à lui qu'il soit radié du corps. Il demande la désignation d'un magistrat à la Cour suprême. Mais c'est vraiment ridicule, ça. C'est vraiment ridicule. Quand vous se comparez dans les autres pays voisins, vous inspirez de leur loi, vous allez voir que non, cette loi, elle est ridicule. De plus, comment les partenaires ils ont financé cette loi plusieurs fois? Il y a plusieurs financements. Elle reste aujourd'hui sourde, ces interlocuteurs-là. Elle reste sourde à notre demande. Pourquoi? C'est parce que c'est... Ça, c'est une autre question. Nous allons revenir sur ça. Monsieur Maître, qu'est-ce que vous avez réalisé au niveau de l'Ordre national depuis votre arrivée? Je vous remercie. Mais je vous permettez d'abord un peu de répondre à mon ami Isabelle. Bien sûr. Parce qu'il a parlé un peu de... Je voudrais lui dire d'abord que notre combat est le même. Le combat des avocats et des huissiers, c'est le même. Parce que nous voulons tous qu'il y ait l'exécution du jugement. Donc il n'y a pas de contradiction entre nous. Il n'est pas du tout... c'est un mauvais procès de dire que nous, on est en train de retarder... De retarder l'exécution du jugement. Parce que d'abord, on ne peut pas, matériellement, on ne peut pas, parce que d'abord, c'est le juge qui décide. L'avocat a une obligation de moyens, il est tenu de faire aboutir la procédure, qui est parfois très longue, mais il a une obligation de moyens, et à chaque fois, s'il y a des sursis à demander, il doit les demander. Mais ce n'est pas lui qui ordonne, ce n'est pas lui qui... Et donc, on fait le même plaidoyer pour qu'il y ait l'exécution du jugement. Et d'ailleurs, nous disons tous que le fait que l'huissier, pour qu'il puisse exécuter, il faut qu'il y ait l'aval du parquet, que ce n'est pas normal. Que nous, on cherche une libéralisation de la profession d'huissier par rapport au parquet, pour que les choses avancent un peu plus. Ça, c'était pour répondre. Maintenant, pour ce qui concerne les réalisations, nous, d'abord, on est au tout début de notre mandat. Nous sommes fraîchement élus. Et la première chose qu'on a faite, c'est d'abord, on a pris un siège pour le Conseil de l'ordre. On avait avant un siège au sein du tribunal. Et pour être plus indépendant, on a décidé d'avoir notre siège personnel. Et on a pris un siège autonome où les avocats peuvent venir, peuvent faire les formations, peuvent se retrouver, faire des échanges et tout. Ça, c'est la première chose, la première réalisation. Deuxièmement, on a travaillé pour qu'il y ait l'assurance maladie, CNAM, qui a été, on vient de signer le texte avec la CNAM il y a quelques mois, et tous les avocats peuvent se faire assurer maintenant à la CNAM. Ça aussi, c'est une grande réalisation, parce que avant, les avocats, quand ils tombaient malades, ils ont des problèmes. Troisième réalisation, c'est la mise à jour de la liste des avocats, voilà, ou bien le nettoyage de la liste des avocats. Parce qu'avant, on nous reprochait, les hautes autorités nous reprochaient qu'on ne sait pas qui est avocat et qui n'est pas avocat, et qu'il y a des gens qui exercent la profession alors qu'ils n'auraient pas dû l'exercer en cas d'incompatibilité. On a fait le nettoyage de la liste des avocats et on en est actuellement à... D'ailleurs, on vient de publier la liste la semaine passée. On est à 232 avocats qui exercent réellement. Donc ça, c'est une grande réalisation parce que depuis très longtemps, les avocats n'arrivaient pas à établir cette liste. Donc il n'y a véritablement que des avocats qui exercent sur le terrain. D'autre part, le conseil actuel, d'ailleurs,
tous les conseils précédents, parce que ça, c'est une tradition du barreau mauritanien. On a défendu tous les délits d'opinion. À chaque fois qu'il y a un procès ou il y a un détenu d'opinion, on est là pour le défendre. Soit un problème d'esclavage, un problème de détention arbitraire. Donc on a perpétué cette tradition de l'Ordre national des avocats mauritaniens. On a également eu l'accord de principe pour qu'il y ait prochainement les barreaux arabes. Ils vont se réunir à Nouakchott. Ils nous ont donné l'accord de principe. On est en train de préparer la rencontre. On a fait du jumelage avec certains barreaux, notamment la Tunisie. On a eu des formations pour les avocats en Tunisie et en France, qui vont commencer, qui vont démarrer un programme financé d'ailleurs par le programme État de droit, qui va bientôt commencer, et la formation pour les avocats. Et on a actualisé notre site web, qui est devenu aussi actualisé au jour le jour. On y met les informations qui concernent les avocats et tout ça. Donc ça, on trouve que c'est quand même pas mal pour un début. Et on est en train de continuer. On a trouvé également un grand terrain pour bâtir les locaux de l'Ordre des avocats. On a obtenu ça auprès de l'autorité. On les remercie d'ailleurs. Parce que quand on a été reçu par le président de la République, immédiatement il a donné des ordres. Et vraiment, on est satisfait de cette rencontre. Et on a un très grand terrain. On va bâtir des locaux, aussi bien pour les cabinets d'avocats que pour l'ordre lui-même. Et on a espoir aussi qu'il y aura plus de réalisations, notamment notre préoccupation, c'est-à-dire les textes, parce qu'on a demandé à ce qu'on revoie un peu les textes organisant le barreau. La loi on a un projet de loi très avancé et vraiment on espère qu'il va aboutir très bientôt. Donc ça c'est peut-être que j'oublie, mais ça c'est en gros ce qu'on a réalisé. Maître Sidi, vos défis à vous et vos perspectives. Nous, malheureusement, nous sommes relativement jeunes par rapport à nos confrères là. Et malheureusement, notre combat pour avoir des moyens est récent. Premièrement, notre effectif ne permet pas, même si les confrères font leurs cotisations, leur nombre est très réduit à tel point que ces cotisations sont très minimes pour faire des réalisations qu'on peut citer. Néanmoins, depuis qu'on a pris ce mandat, nous sommes rentrés en contact avec le projet État de droit, qui est au ministère de la Justice, et qui assiste le plus souvent les associations ayant pour objet les trucs de droit, les droits de l'homme, les trucs. Et on a eu son assistance, il faut le dire. Cette année 2017, ils nous ont alloué une assistance, une subvention directe, qui nous a permis de faire une très grande journée de sensibilisation pour premièrement sensibiliser les citoyens mauritaniens sur qui est l'huissier, quel est son rôle. Et puis c'est une journée qui a eu la participation de tous nos confrères, experts, avocats, notaires, des avocats. Tout le monde est venu et tout le monde a mis la main pour... Et finalement, à la fin de cette journée, nous sommes sortis avec des recommandations qui sont actuellement au niveau du ministère de la Justice pour être étudiées et mises dans une formule définitive et avancer au Parlement pour éventuellement modifier surtout notre texte qui a été, comme le texte des experts et des notaires, en 1997, et voilà 20 ans, il n'a jamais eu la moindre retouche alors que vraiment il en a besoin. Vous savez, nous, la loi 1897 qui a créé la fonction du site en Mauritanie, est une loi vraiment très médiocre. Ils ont fait un petit copier-coller de la loi tunisienne,
mais ils ont mis beaucoup de choses, disons, ça nécessite vraiment d'être modifié. Parce qu'il y a tellement de lacunes, et la modification de cette loi fait partie des recommandations tirées lors de la journée de concertation. D'autre part, on a aussi demandé à ce que le Code de procédure civile, commerciale et administrative soit révisé. Pourquoi? Parce qu'en matière, surtout en matière immobilière, c'est tellement confus, tu ne peux pas t'en sortir. Si vraiment tu vas prendre une procédure d'exécution sur un immeuble, il faut vraiment prier vraiment faire beaucoup de prières pour ne pas tomber dans l'erreur. Parce qu'il y a tellement de trucs, il y a tellement de confusion, il y a tellement de contradictions qui rend pratiquement impossible l'exécution sur l'immobilier en Mauritanie. Donc il faut vraiment que ces textes soient clairs. La flexibilité des textes, il peut lire cet article de telle manière, vous le lisez d'autre manière, et puis il y a tellement de contradictions. Ces lacunes, nous avons demandé à ce que le Code de procédure civile et commerciale administrative soit révisé. Et ça fait partie de nos doléances. Bon, il faut dire, comme je l'ai dit au début, que du moment que les moyens nous manquent, nous sommes un peu pénalisés. Malgré tout, nous sommes membres de l'Union internationale, nous sommes membres de l'Union africaine d'ailleurs qui a vu le jour en 2017, et depuis 2009 nous sommes membres de l'Union maghrébine, d'ailleurs qu'on doit recevoir maintenant parce que la présidence nous revient, et nous sommes là-dessus pour préparer une rencontre maghrébine ici à Nouakchott. Et nous sommes en train de préparer cette rencontre. Nous allons avoir l'honneur de recevoir nos confrères maghrébins, tunisiens, marocains, algériens, ici pour nous honorer de remettre la présidence de l'Union maghrébine des huissiers de justice. On a tellement de petits chantiers, malgré les moyens qui sont très limités, mais quand même on avance et on a beaucoup d'ambition. Et d'ailleurs, je reviens de le dire, l'une des recommandations, c'est l'augmentation des charges pour que l'association ait une source de revenus, pour que l'association ait un effectif pouvant la booster un peu devant. Avec 10 personnes, maximum 11 personnes, je crois que vraiment, à comparer avec les confrères qui sont à côté, nous sommes négligeables. Surtout qu'au niveau de l'Union internationale de justice, pour avoir une voix, il faut être représentant des 10 huissiers. C'est-à-dire que maintenant, malheureusement, nous, quand on vote au Congrès international, c'est une seule voix. Alors que les Marocains sont tels, les Algériens sont 2700, les Sénégalais sont plus de 400. Pourquoi ne pas avoir au moins une cinquantaine ou une soixantaine alors qu'on peut l'avoir? Les tribunaux sont là et vacants. On peut créer des charges. Et ça, vraiment, on l'a demandé au ministère et on attend que le ministère nous accorde cette chance. Inch'Allah. Monsieur Mohamed Abdallah Ahmedna, nous allons parler avec vous du statut des experts judiciaires et de leur rôle. Non, mais nous, on ne peut pas toujours revenir à la même question. Nous, on va y retourner un peu en arrière pour un peu soulever... Mais vous n'avez pas encore parlé de votre rôle exactement. Non, le rôle des experts est un rôle qui est connu. Nous, on l'a expliqué devant... Non, moi, j'ai eu à... Dans l'atelier, mais pas sur le plateau. Si, c'est le plateau national. J'ai été une fois ici dans le plateau. En bref. Vous parlez des réalisations. Des réalisations de notre ordre. Des réalisations que nous avons menées ont abouti tout d'abord à un cadre de concertation avec le gouvernement. C'est quelque chose qui a été inimaginable. Parce que l'expert n'occupait aucune place dans le système judiciaire. C'est grâce au combat que j'ai mené. Et là, tous les auxiliaires peuvent l'attester. J'ai eu à imposer l'existence. Aujourd'hui, les magistrats, lorsqu'ils prennent la décision de désigner un magistrat, ils commencent à demander le consentement de l'ordre, ce qui n'existait pas, ça c'est un. De deux, il y a des ateliers que nous avons organisés sur nos propres ressources. Même si le gouvernement nous a accompagnés pour quelques ateliers, il y a d'autres partenaires qui nous ont accompagnés. Le but c'est quoi? C'est d'informer tous les justiciables, les banques, les sociétés d'assurance, les sociétés de manutention, les transporteurs, les investisseurs, du rôle qui doit jouer le véritable auxiliaire de la justice, qui est l'expert judiciaire. Est-ce que vous avez réussi? C'était une méconnaissance. Les gens ne savaient même pas qui est l'expert aujourd'hui. Aujourd'hui, cette étape elle a été franchie. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on n'est plus dans ce contexte. Dieu merci. Aujourd'hui, nous avons un seul problème, c'est le problème de la réforme. Et quand je viens dans le plateau national et j'accepte votre invitation
c'est pour dire que nous faisons appel à Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdelaziz, et à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que j'ai rencontré tout récemment pour l'organisation d'un forum régional sur le rôle des acteurs de la justice, auquel nous avons déjà eu la promesse du Premier ministre pour le parrainage de cet atelier. J'ai eu à rencontrer le Président de la République, et la seule chose que j'ai demandé au Président de la République, c'est la réforme du statut de l'expert. Aujourd'hui, je rappelle l'actuel ministre de la Justice qui vient de prendre les fonctions de diagnostiquer le secteur de la justice. Et je ne parle pas des juridictions. Il ne faut pas qu'il y ait un amalgame. Les juridictions, ils sont indépendantes. Les magistrats, ils sont désignés par le Haut Conseil de la magistrature. Ils sont souverains dans leurs décisions. Mais moi, je parle des interlocuteurs qui s'accaparent de ce trésor d'informations et qui monopolisent ce qu'on appelle les financements et les orientations des grandes politiques et des grandes stratégies de ce département, qui est un département extrêmement sensible et important, auquel les partenaires ont investi plus de 11 millions d'euros. J'ai dit bien 11 millions d'euros. Et ça, nous avons demandé un arbitrage au sein de l'ambassadeur de l'Union européenne. Et j'ai demandé au gouvernement, dans les différentes fonctions, pour ne pas citer le haut, pour dire que j'ai soulevé qu'il y a des manquements et qu'il y a des orientations de ces financements qui doivent rappeler un certain nombre de choses qui ont été soulignées et qui nécessitent vraiment un certain habillage pour ne pas critiquer les institutions de l'Union européenne. Il y a beaucoup de pratiques qui se font là-bas en complicité avec un certain nombre de cadres du ministère de la Justice. Je ne citerai pas les noms des gens. Ça, c'est le combat. Nous, on est sur le plateau national. Nous sommes dans un système de démocratie. Le président, il nous a toujours dit de venir dans les plateaux s'exprimer. Mais quand on s'exprime, on doit s'exprimer d'une manière intellectuelle et de faire passer les messages. Les doléances que nous avons, Monsieur le Président de la République, c'est les textes. Les textes ont été financés plusieurs fois. Il faut voir les financements là où ils sont passés. Nous avons 11 millions d'euros. Et actuellement, dans le projet que lui, il vient de citer, le projet État de droit, il y a un assistant technique. Au détriment du MAIED, au détriment du ministère de la Justice, qui est maître d'œuvre, maître d'ouvrage, qui est chef de projet, qui est comptable. Mais il y a des incompatibilités. Mais c'est extra. Nous avons organisé avec lui un atelier, nous l'avons dit que nous ne pouvons pas légitimer ce genre de pratique. Tout d'abord, il faut mettre les choses en ordre. Mais non, mais ça, il faut le soulever. La critique, elle est objective. Partout, dans toutes les démocraties du monde. Nous sommes dans un système de démocratie. Il faut dire les problèmes, il faut les appeler. Réellement, moi, je parle du département du ministère de la Justice. Je ne parle pas de la personne du ministre, l'actuel ministre, ni des anciens ministres. Je ne mets pas leur intégrité, en doute leurs compétences, mais je veux dire qu'il y a un groupuscule qui est au ministère de la Justice qu'il faut dégager. Non, il faut dégager, sinon nous ne pouvons pas parvenir à ces réformes. Je vais dire, non, explique. Les textes, les validations de la loi, le code, le droit social, le code de procédure a été révisé 3 fois, le code de procédure pénale, le code de procédure, le code des obligations des contrats, nous avons été invités dans les ateliers de concertation, de validation, et nous avons consigné nos avis. Et malgré tout, on vous dit que la mission du syndic, elle est placée sous la tutelle d'un conseiller, d'un ministre, avec des magistrats qui sont désignés qui sont nommés par le président de la République, conseil de la magistrature suprême. Excusez-moi. Là, vous allez nous parler de vos doléances et des problèmes peut-être que vous avez rencontrés et de comment faire pour que ces doléances-là soient prises en compte. La principale doléance que nous voulons souligner et rappeler au gouvernement et à tous les partenaires techniques qui veulent une justice d'exemplarité, qui peuvent un peu encourager les investisseurs à venir chez nous, de revoir les statuts des experts, des huissiers et même des avocats, et de revoir tous les textes législatifs et réglementaires qui ont été adoptés depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Revoir ces textes, les débattre, les mettre dans un cadre de concertation, associer tous les acteurs et consigner un texte qui est là, qui peut refléter au moins les ambitions de cette évolution de notre système judiciaire. Merci. Un dernier mot. Non, moi, pour moi. Oui, moi, justement, moi, je lance ici un appel, je renouvelle mes doléances au département
de nous accélérer cette procédure de révision des textes, parce que vraiment on en a besoin, et de procéder à l'ouverture ou à la sélection de quelques huissiers dans quelques wilayas ou dans toutes les wilayas pour généraliser la fonction d'huissier. Et pourquoi pas aussi intégrer la partie féminine. Pourquoi ne pas avoir des officiers dames comme dans tout le monde? Et ça, ils ne sont pas vraiment dérangés par ça. D'ailleurs, ça nous convient parce que parfois il y a des missions, seules les femmes peuvent le faire, alors qu'ici on n'arrive pas à le faire. Donc je demande encore une fois au département de nous aider à l'ouverture de quelques charges et à la révision de ces textes. Et je ne veux pas accepter que tout le monde dise c'est l'huissier qui ne fait pas correctement son travail, c'est l'huissier, l'exécution n'existe pas. Non. C'est vrai, il y a des lacunes, mais on a l'espoir encore. Maître Abdallah Chassidia, vos doléances, et si vous avez un dernier mot. Oui, je vous remercie. Nous, nos doléances, on les a exprimées dans un projet de loi que j'ai cité tout à l'heure, qui a été visé par la législation et dans lequel nous avons consigné tout ce que nous demandons pour que ça puisse apparaître dans le texte. La première chose d'abord, c'est le changement de statut. Nous voulons que l'avocat, au lieu d'être appelé auxiliaire de la justice, qu'il soit appelé partenaire. Parce que nous sommes quand même un partenaire privilégié de la justice et on doit, en arabe on dit chérik, et c'est non plus auxiliaire de la justice. Ça on l'a mis dans le texte. Ensuite, dans le texte, nous avons demandé à ce que nous avons demandé à élargir un peu le champ d'obligation du ministère de l'Avocat pour englober d'autres juridictions, institutions, par exemple, la présence de l'avocat obligatoire devant les chambres administratives des tribunaux du wilaya. Nous avons demandé à ce qu'il soit la présence de l'avocat devant les juridictions qui connaissent en matière d'esclavage, pour les crimes économiques, pour les juridictions des mineurs, pour les contentieux électoraux, devant les conseils constitutionnels, devant les instances d'arbitrage et de médiation, devant la haute autorité des marchés publics, notamment l'instance CRD, le comité de règlement des différends, là, par exemple, parce qu'il y a quand même des trucs techniques qui nécessitent qu'il y ait un expert de droit comme l'avocat pour que la haute autorité puisse accorder les marchés de façon transparente et efficiente. Et nous avons aussi demandé à ce qu'il y ait la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, comme ce qui se passe partout dans le monde, dans les États démocratiques. Et donc, en gros, nous voulons que ce texte voit le jour rapidement. Et c'est ça notre principale doléance. Je vous remercie. Un dernier mot. Un dernier mot, déjà. Une minute. Non, donnez-moi plus qu'une minute. 30 secondes alors. Nous, on a souligné nos doléances. Nous remercions tout d'abord la télévision nationale pour cet grand effort de nous avoir conviés à ce débat qui est très important. Mais nous, on aimerait qu'il y ait un représentant du ministère de la Justice et des Maïed pour un peu enrichir le débat, échanger sur les thématiques d'ordre national qui sont importantes. Nous, au niveau de l'ordre national des experts judiciaires, nous faisons appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed El Abdelaziz, comme l'a souligné le regretté Gaïa Rahmou dans le rabotage. Il est le seul, je dis bien, à pouvoir nous aider à faire avancer notre réforme. Aujourd'hui, le code de recouvrement des créances de banque, lorsqu'on vous dit que les efforts d'un expert sont évalués par une loi, regardez-moi ça. Au moins, on donne un barème de taxes pour les magistrats qui va les lier pour un taux maximum et un taux minimum de vocation d'honoraires qui va lier les magistrats. Mais c'est la loi qui va fixer vos honoraires. Et c'est un projet de loi qu'on soumet au Parlement aujourd'hui. Il est pendant devant le Parlement pour dire que les honoraires, lorsqu'il s'agit de recouvrement des créances bancaires et qu'il y a les interventions des experts, les experts sont taxés à 750 000 ouguiya et ne peuvent pas accéder à un montant. C'est quoi ça?
Ça, ce n'est pas une législation, ça. Ça, c'est dans le code des obligations des contrats, dans la mission des syndics, on vous dit que le décret organisant les syndics, on le met sous la tutelle du ministère des Commerces. Non, mais attendez, ça, c'est des doléances. Ça, c'est des doléances. Permettez-nous au moins de s'exprimer. Ça, c'est les doléances. La mission des syndics. Il y a les partenaires au développement. Il y a des entreprises qui sont en cessation des activités pour des déficits et qu'on désigne des syndics. Les syndics ont fait référence à une nouvelle liste et qu'on met sous la tutelle d'un autre ministre pour contourner l'ordre national des experts. Parce qu'il y a un groupe qui est au sein du ministère de la Justice qui est dérangé par la personne de M. Mohamed Allah ou Ahmedna, président de l'ordre national des experts. Mais je vais lui dire que le combat que je vais mener pour l'ordre, il rentre uniquement dans le cadre du projet de la loi des experts. Et ce n'est pas quelque chose qui est personnalisé. C'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. C'est des critiques qui sont là, qui existent depuis 20 ans. Donc c'est des doléances auxquelles je suis investi de ce pouvoir pour défendre l'honneur de ces experts. Il y a une urgence de réformer le statut des experts judiciaires. C'est une demande urgente. Je le demande à M. le ministre de la Justice. Merci. On me signale que c'est la fin. Je remercie mes invités, en l'occurrence M. Mohamed Abdallah Ahmedna, qui est président de l'Ordre national des experts judiciaires. Je remercie également Maître Sidi Oulzamel, qui est le président du syndicat ou de l'association des huissiers de Mauritanie. Merci également à Maître Abdallah Oulcher Sidia, doyen du Conseil de l'Ordre national des avocats. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné dans cette émission, Nodal Tahman Boud, cadre Mohamed El-Mami, Mohamed Mahmoud Sherif Tahar, réalisation Mustafa Mohamed, son Barafal, Mentouah bin Script. À la prochaine.